Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, renversement de situation en Sierra Leone. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Samura Kamara, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Maada Bio. Après l'avoir pourtant félicité le 7 avril, le nouveau chef d'État a lui désigné le 12 avril un gouvernement. L'Afrique du Sud lutte contre les inégalités. Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté sera réduit de moitié d'ici 2030. Entre 2011 et 2015, 14 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté dans le pays. Et puis le Cameroun est champion d'Afrique centrale du 17. Les Lions cadets sont venus à bout de la République démocratique du Congo. Score final 1-0. En Sierra Leone, Samura Kamara, vaincu au second tour de la présidentielle, conteste la victoire de Julius Maada Bio, qu'il avait pourtant félicité la semaine dernière. Samura Kamara a saisi la Cour suprême. Il reproche à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé le 4 avril la victoire de Julius Maada Bio sans tenir compte des irrégularités observées selon lui lors du second tour le 31 mars dernier. Marcel Farba-Maroun. Rebondissement inattendu en Sierra Leone. Le candidat malheureux à la présidentielle de mars 2018, Samura Kamara du parti APC All People's Congress, a saisi la Cour suprême pour contester les résultats, donnant Julius Maada Bio vainqueur. L'ex-ministre des Affaires étrangères, qui avait exprimé l'intention de contester en justice les résultats, avait pourtant su faire preuve de bonne foi en félicitant le 7 avril son adversaire lors d'une visite à son domicile, proposant même d'apporter son soutien au nouveau gouvernement. On croyait que la question du contentieux électoral était définitivement résolue dans la mesure où le candidat Kamara avait déjà félicité le président élu. On pourrait expliquer ça par des pressions à l'intérieur de son camp qui pourraient finalement révéler le peu de leadership qu'il a sur son camp. Autrement, il aurait pu se contenter des félicitations qu'il a adressées au président et épargner au pays tous les risques que pourrait porter cette démarche en direction de la Cour suprême. Dans son recours daté du 10 avril, Samura Kamara et 2 dirigeants de son parti reprochent à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé la victoire de Julius Maada Bio sans tenir compte des irrégularités qu'ils dénoncent. Par conséquent, ils demandent à la Cour suprême d'ordonner l'exclusion du décompte des bureaux de vote où s'est produit un bourrage d'urnes et d'invalider l'annonce de la victoire de Julius Maada Bio. De son côté, le nouveau président sierra-léonais a nommé un gouvernement de 14 ministres selon un communiqué publié jeudi par la présidence. On a plutôt senti de la part du nouveau président qu'il était dans une dynamique d'empressement. C'est comme il sentait que les défis sont si immenses qu'il n'a pas besoin de traîner. Aussitôt désigné président, il s'était empressé de prêter serment. Cela répond à sa vision, cela répond au rythme qu'il veut imprimer à sa gestion. Les observateurs présents lors des élections générales du 7 mars 2018 ont généralement salué le bon déroulement du scrutin et Julius Maada Bio a reçu les félicitations de la plupart des dirigeants internationaux. Une cérémonie officielle d'installation du président est d'ailleurs prévue le 12 mai à Freetown. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a procédé ce 12 avril à la nomination de 30 sénateurs, portant à 100 le nombre total de la Chambre haute du Parlement, conformément à la Constitution. On note une meilleure représentativité des membres de l'opposition dans cette liste. Le parti au pouvoir, le RDPC, perd quant à lui une place. Nathalie Mo. Dans le décret présidentiel publié ce 12 avril, il ressort que dans les régions de l'Adamawa, du centre, de l'Est, de l'extrême nord, du nord et du sud-ouest, un sénateur sur 3 sera à son premier mandat au sein du Sénat. L'on note que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, parti au pouvoir, a perdu un siège au sein de l'institution. Désormais, le parti au pouvoir compte 25 sénateurs nommés contre 26 en 2013. Dans l'ensemble, 22 sénateurs sur 30 ont été reconduits pour cette mandature, soit une représentativité de 75%. Nous avons donc en réalité un Sénat qui est une Assemblée nationale bis, qui au lieu de traiter des questions qui concernent le vécu quotidien des populations, a pour essentiel, comme pour rôle, participer à l'élaboration et à l'adoption de la loi. Donc de ce point de vue, quels que soient les sénateurs qu'on va placer, qu'on va nommer, qu'on va désigner, tant que cette défaillance structurelle
institutionnelle et ontologique du Sénat ne sera pas réparée. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Le nouveau Sénat sera également plus riche en termes de représentativité politique. En effet, 7 partis politiques vont siéger au sein de la Chambre haute du Parlement camerounais contre 6 dans l'ancien Sénat. Le nouveau venu cette année est l'Union des populations du Cameroun, UPC, qui va occuper un siège dans le sud-ouest. Reste toutefois que les sièges dévolus à l'opposition sont majoritairement ceux de suppléants. Il aurait été bon que les conseillers régionaux soient désignés pour qu'on ait un collège électoral totalement complet, d'une part les conseillers municipaux, d'autre part les conseillers régionaux, pour espérer avoir un certain nombre de sénateurs de l'opposition véritablement désignés à l'occasion d'un scrutin. Le Sénat du Cameroun est désormais complet. Les 100 membres sont attendus à Yaoundé le 24 avril 2018, date de leur entrée en fonction effective en respect du code électoral camerounais. L'Afrique du Sud réduira de moitié son taux de pauvreté d'ici 2030. C'est une prévision de la Banque mondiale publiée ce mardi 10 avril. Pour ce faire, elle mise sur des réformes politiques, économiques et sociales pour lutter contre le chômage et favoriser le redressement économique du pays, l'une des priorités de l'Afrique du Sud. Solange Dubois. Le taux de pauvreté sera réduit de moitié d'ici 2030 selon la Banque mondiale en Afrique du Sud. Une embellie économique qui passera en premier lieu par le développement des politiques de lutte contre la corruption, la gratuité de l'enseignement supérieur, ainsi que la réforme de la gestion de l'industrie minière. Autre mesure censée aider à redresser l'économie sud-africaine et réduire ainsi le taux de pauvreté, des taxes diverses sur les cigarettes, l'alcool ou encore le carburant. Il est clair que si vous luttez contre la corruption et que vous mettez en place tout un ensemble de choses, c'est clair que ça peut fonctionner. Aujourd'hui, qui va porter ce programme? C'est Cyril Ramaphosa. Mais Cyril Ramaphosa, il n'est pas encore élu, hein. Il termine un mandat. Donc, il est clair que sur la base de ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est très intéressant et c'est de ça dont l'Afrique du Sud a besoin. Mais encore, c'est un programme qui est pluriannuel. Et un programme pluriannuel, il faut le faire sur des personnes stables. Entre 2011 et 2015, 14 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté selon un rapport de l'Institut national des statistiques publié en 2017, dont 47% concernent notamment les Sud-Africains noirs. Des conclusions alarmantes constatées par la Banque mondiale, un fléau auquel s'ajoute la criminalité qui décourage parfois les investissements nécessaires pour accélérer la création d'emplois et réduire les inégalités. Pour accroître le potentiel économique de l'Afrique du Sud, il faudra rompre avec l'équilibre de faible croissance et de fortes inégalités dans lequel le pays est piégé depuis des décennies. Par ailleurs, la réduction de ces inégalités permettra notamment de stimuler la concurrence et d'atteindre des taux de croissance plus élevés selon l'institution qui table sur une croissance à 1,4% en 2018 contre une précédente estimation de 1,1%. Et si l'aquaponie était l'agriculture de demain? En Égypte, un agriculteur a favorisé cette méthode agricole à l'agriculture traditionnelle, un système qui utilise les déchets de poissons pour fertiliser les cultures qui, à leur tour, s'infiltrent dans l'eau utilisée pour cultiver des poissons. Cette technique permettrait une économie considérable de la consommation d'eau. Plus de détails avec Gladys Mwamba. Utiliser des déchets de poissons pour fertiliser les cultures, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. Une méthode agricole qu'a choisi cet agriculteur égyptien, une alternative plus propre au fumier végétal traditionnel, puisque les plantes se nourrissent des nutriments produits par les poissons. La technologie est basée sur une idée très simple. Les plantes ne consomment pas beaucoup d'eau au sens propre du terme. Nous plaçons donc les plantes dans l'eau avec des nutriments qui sont nécessaires. Mais en aquaponie, nous n'avons pas besoin d'ajouter ces nutriments. On compte sur les poissons placés dans des réservoirs distincts et nous les nourrissons. Ainsi, les poissons produisent de l'ammoniac, puis nous transformons l'ammoniac en nitrate. Et c'est ce qui est consommé par les plantes. L'eau est recyclée à nouveau par le poisson dans un circuit d'eau fermé. Donc nous consommons très peu d'eau en utilisant cette technologie. Ce fermier égyptien possède différents poissons pour chaque produit végétal. Chaque mètre cube de sa ferme est rempli de 22 espèces de plantes distinctes, avec 130 poissons pour les nourrir. Une technologie de culture qui permettrait l'autonomie et l'indépendance alimentaire des familles et des collectivités, mais aussi une économie de la consommation d'eau. Je consomme entre 8 et 14 mètres cubes d'eau par mois par rapport à l'agriculture traditionnelle. Dans un fédant qui compte environ 4000 mètres carrés, 18 000 plantes de laitue utilisent 60 mètres cubes d'eau tous les 3 jours.
Je consomme 14 ou disons plutôt 20 mètres cubes d'eau en un mois entier pour la même surface. Lorsque vous comparez, vous constaterez que j'ai économisé 95% de l'utilisation de l'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. L'aquaponie pourrait être une solution pérenne pour maintenir la production agricole égyptienne, mais la construction du barrage de la Renaissance et le partage des eaux du Nil divisent. Le gouvernement égyptien craint que le plan hydraulique limite l'utilisation des eaux dans les années à venir, des eaux qui descendent des hautes terres de l'Éthiopie et qui traversent les déserts du Soudan pour venir irriguer ses champs. Le Cameroun, champion d'Afrique centrale des U17, à l'occasion de la finale de la 5e édition de la Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, les Lions cadets sont venus à bout de la RDC 1-0 ce 12 avril 2018. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 36e minute de jeu par Mokhtar Oumat. Retour sur cette rencontre avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Les Lions cadets de football trônent au-dessus de l'Afrique centrale des U17. Ils sont venus à bout des léopards de la République démocratique du Congo durant la finale de la 5e édition de la Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, 1-0. Un but inscrit à la 36e minute de jeu par Mokhtar Oumaté qui a réussi à tromper la vigilance du portier congolais. Je suis très content parce que vous savez, le groupe, c'est un nouveau groupe. Il y avait qu'un seul ancien, donc ça n'a pas été facile pour nous. Donc du coup, on s'est fixé pour Paris de gagner cette UNIFAC en vue de la préparation des qualifications pour ceux qui vont se jouer au Congo. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de cette victoire. Puisque on était obligé de gagner comme c'était chez nous et ça c'est un stade dont on a l'habitude de jouer. Donc on ne veut pas perdre. La rencontre aura pourtant été dominée par la sélection congolaise dont les multiples occasions de but se sont avérées infructueuses. En seconde manche, l'on a observé les tensions s'élever sur le banc de touche congolais. L'octroi de 8 cartons jaunes pour la seule équipe du Congo en était la cause. Je trouvais juste que c'est quand même un peu bizarre qu'au 9e mi-temps on n'ait pas eu le temps de jouer. Trop de sifflets et 8 cartons rouges jaunes pour un match que moi je n'ai pas trouvé violent. Les deux équipes étaient dans un bon état d'esprit. C'est des moins de 17 ans, tu ne peux pas siffler tout le temps. Après, je ne veux rien dire parce qu'on va dire que peut-être que je suis mauvais perdant. Non, je trouve que le Cameroun a mérité sa victoire. Ils ont été réalistes, mais on a donné tout ce qu'on devait faire et c'est ça qui est important. On rappelle, lors de la précédente édition en 2017 au Congo-Brazzaville, le Cameroun a fini 3e. Il prend ainsi sa revanche sur un adversaire qu'il avait vaincu l'an dernier, 3-4, et succède donc au palmarès du Congo qui a pris la 3e place après sa victoire sur le Tchad, 2-0. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.